Le 22 avril 2025, une attaque terroriste meurtrière frappe la vallée de Baizaran, près de Pahalgam, dans le Jammu et Cachemire sous administration indienne. 27 personnes, dont 26 Indiens et un Népalais, sont tués et 17 autres blessés. Il s'agit de l'une des attaques les plus sanglantes contre des civils indiens depuis les attentats de Mumbai en 2008, qui avaient fait plus de 160 victimes. Le Front de la Résistance, un groupe que New Delhi associe au mouvement islamiste pakistanais Lashkar et Taiba, revendique l'attentat. En réponse, le Premier ministre indien Narendra Modi promet d'identifier, traquer et punir les responsables, annonçant des mesures sévères. Fermeture du seul point de passage frontalier avec le Pakistan, dégradation des relations diplomatiques et suspension du traité de 1960 sur le partage des eaux du fleuve Indus. Islamabad avertit de son côté que toute tentative de détourner ces eaux serait considérée comme un acte de guerre. Guerre de proxy limitée, démonstration de force, escarmouche à la frontière, guerre de l'eau, drame humanitaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de violence entre les deux puissances nucléaires du sous-continent indien au bord de la guerre. La réaction indienne à l'attaque du 22 avril a été immédiate et ferme. Une réunion spéciale du cabinet de sécurité a confirmé les liens présumés du Pakistan avec l'attaque. Mais plus que la véracité des accusations, c'est la nature des décisions prises par New Delhi qui importe pour comprendre la dynamique actuelle. Parmi les mesures annoncées, l'Inde a suspendu le traité de 1960 sur le partage des eaux du fleuve Indus, un accord historique jamais remis en cause lors des 3 précédentes guerres indo-pakistanaises. Cette suspension constitue à elle seule un cas d'école où l'eau devient un levier géopolitique. New Delhi a aussi déclaré persona non grata plusieurs conseillers de défense pakistanais à New Delhi, ordonné leur départ et réduit son personnel diplomatique à Islamabad de 55 à 30 membres. Le célèbre poste frontière terrestre d'Attari Wagah, unique point de passage entre les deux pays, a été fermé et la délivrance des visas spéciaux aux Pakistanais suspendue. En outre, les ressortissants pakistanais en Inde ont reçu l'ordre de quitter le pays d'ici fin avril. Sur le plan économique, le commerce bilatéral, déjà très faible avec moins d'1 milliard de dollars d'échanges en 2023, est désormais quasiment à l'arrêt. Ces mesures affecteront surtout les familles transfrontalières, les patients pakistanais se rendant en Inde pour des soins spécialisés, ainsi que les entreprises dépendant du transit de marchandises. La fermeture de la frontière et la suspension des visas rompent les liens humains, culturels et médicaux, renforçant l'isolement mutuel au profit d'un nationalisme exacerbé dans les deux pays. Tandis que le gouvernement indien et pakistanais subissent une forte pression populaire pour adopter une posture ferme. En Inde, la rhétorique nationaliste du parti de Narendra Modi et la perception d'une menace existentielle alimentent la demande d'une réponse énergique. Au Pakistan, la dénonciation des actes de guerre indiens et la défense de la cause cachemiri sont devenus des moteurs d'unité nationale dans un pays où l'appareil d'État, souvenez-vous, est en crise depuis des années. Je vous invite à voir la vidéo dédiée. Le Pakistan a riposté en fermant son espace aérien aux compagnies indiennes, en suspendant tout commerce bilatéral, y compris via des pays tiers, et en annulant les visas pour les ressortissants indiens, à l'exception, ça peut intéresser certains abonnés, des pèlerins sikhs. Tout comme l'Inde sur le partage des eaux du fleuve Indus, Islamabad a également menacé de se retirer d'accords bilatéraux clés, notamment l'accord de Simla de 1972 qui régit la ligne de cessez-le-feu au Cachemire. Cette série de mesures, d'une ampleur inédite depuis des décennies, traduit tout simplement une volonté claire de rupture totale entre les deux puissances et rend difficile toute désescalade à court terme. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la partition du Raj britannique en 1947, le Cachemire demeure le principal foyer de tension entre l'Inde et le Pakistan. 3 guerres majeures et de multiples conflits de basse intensité ont éclaté autour de cette région, revendiquée par les deux États. L'insurrection armée, amorcée à la fin des années 80, a entraîné l'exode des hindous du Cachemire et la militarisation croissante de la zone par l'armée indienne. Les insurgés armés de la région, soutenus par de nombreux Cachemiris musulmans, ont longtemps résisté à la domination indienne, cherchant soit l'intégration au Pakistan, soit l'indépendance, avec des épisodes de violence et des attaques de groupes islamistes depuis des décennies. L'Inde accuse donc le Pakistan de soutenir activement les groupes armés opérant au Cachemire, tandis qu'Islamabad présente ces mouvements comme une lutte légitime pour l'autodétermination des Cachemiris. Bien qu'il ne soit pas clair si les services pakistanais ont été impliqués dans la dernière attaque dans la région, il existe un historique bien documenté de soutien aux séparatistes basés au Jammu et Cachemire, ce qui a alimenté les violences en cours dans la région.
L'attaque de Pulwama en 2019 a par exemple fait 40 morts parmi les forces indiennes. Elle avait déjà entraîné une escalade majeure avec des frappes aériennes indiennes au Pakistan et des affrontements aériens inédits depuis les accrochages de 1971. C'est à ce moment-là que l'Inde a décidé de réformer l'article 370 de la Constitution indienne. Cet article accordait un statut spécial permettant au territoire du Jammu et Cachemire d'avoir sa propre constitution et une autonomie considérable. La région a donc été reclassée comme territoire de l'Union, la plaçant sous l'administration directe de New Delhi et divisant la moitié orientale pour créer le territoire séparé du Ladakh. L'objectif indien est clair, intégrer davantage le Jammu et Cachemire au reste de l'Inde et augmenter la présence militaire dans cette région clé à cheval entre le Pakistan et la Chine. Les attaques sporadiques sont aussi devenues une préoccupation pour New Delhi. Le front de résistance a été à l'avant-garde de ces attaques et en a revendiqué plusieurs depuis 2019, provoquant des exodes massifs d'étrangers et ravivant les craintes d'un séparatisme dans la région. Alors, est-ce la guerre nucléaire ? Eh bien, les deux parties semblent pour l'instant privilégier des réponses limitées à des échanges de tirs à la frontière et éviter une escalade incontrôlée. Mais l'Inde est en pleine construction nationale sous les mandats de Modi, ce qui rend la possibilité de frappes de représailles élevée. Idem pour le Pakistan en pleine déliquescence étatique et où le pouvoir politique, dominé par l'armée, pourrait voir là une opportunité de renforcer l'unité nationale. Dans tous les cas, il est certain que les deux belligérants vont accroître leurs efforts en matière de surveillance des deux côtés, ce qui augmentera fatalement le risque d'accrochage armé à la frontière. L'Inde mobilisera probablement des forces limitées près du Cachemire, en particulier des moyens aériens dans le cadre d'éventuelles opérations militaires comme en 2019. En réponse, le Pakistan renforce déjà ses positions défensives et mobilise ses propres moyens dans la région. L'Inde pourrait aussi déployer des forces spéciales pour des opérations comme lors de sa réponse à une attaque terroriste en 2016. Le Pakistan de son côté pourrait alors autoriser ou faciliter des infiltrations des groupes islamistes et séparatistes, intensifier l'activité militaire le long de la ligne de contrôle, tester ses missiles tactiques conventionnels ou mener des démonstrations de force. Nous serions donc dans une guerre limitée avec des objectifs davantage politiques que militaires, mais avec un risque de bavure et donc de dérapage élevé. Surtout dans un contexte de mobilisation militaire, de galvanisation des nationalismes et de stress humain avec des évacuations de ressortissants des deux côtés. La suspension du traité sur les eaux de l'Indus par l'Inde est témoin de ce changement de paradigme historique. Ce traité, signé en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale, permet de gérer les systèmes fluviaux partagés après la partition de 1947 et avait survécu à toutes les guerres et crises majeures entre les deux pays. Le traité attribuait à l'Inde le contrôle des fleuves de l'Est, qui traversent principalement l'Inde avant d'atteindre le Pakistan, tout en accordant au Pakistan des droits sur les fleuves de l'Ouest. Le bassin de l'Indus est vital pour le Pakistan. Il fournit environ 154,3 millions d'acres d'eau par an. Outre la question de l'eau potable, 80% de son agriculture dépend de cette eau, un tiers de son hydroélectricité. Toute réduction durable des débits en aval pourrait entraîner des conséquences dramatiques, pour ne pas dire humanitaires, pour le Pendjab et le Sindh, deux régions agricoles clés, et même pour le Pakistan tout entier qui est déjà au bord de l'effondrement. Le Pakistan pourrait saisir un tribunal international comme la Cour internationale de justice, mais avec peu de résultats à attendre. Et bien que la Banque mondiale ait un rôle à jouer dans la nomination d'experts neutres et la facilitation de la résolution des différends, elle pourrait ne pas être en mesure de faire respecter la suspension du traité sur les eaux de l'Indus dans un monde de plus en plus en tension et surtout face à la superpuissance indienne en devenir. L'Inde menace carrément aujourd'hui de retenir les eaux de l'Indus, mais elle ne pourrait pas interrompre le flux sans infrastructures lourdes, ce qui prendrait des années à construire et laisse un peu de répit pour le Pakistan. Pour autant, nous sommes bien dans une guerre de l'eau qui ne fait que commencer, pourrait toucher des millions de personnes et exacerbe le risque d'escalade si le Pakistan se retrouvait dos au mur, à moins qu'un nouveau challenger vienne profiter de la situation. Depuis les affrontements de 2020 dans la vallée de Galwan au Ladakh indien, la Chine a renforcé sa présence militaire tout le long de la ligne de contrôle réelle. Elle déploie entre 20 000 et 25 000 soldats dans les préfectures de Ngari et de Ringazé dans la province du Xinjiang, le Tibet, au bord du Jammu et Cachemire et du Sikkim indien. Ces forces étant soutenues par de l'artillerie, des blindés, des systèmes de défense aériens et une logistique avancée. Grâce à un réseau routier et ferroviaire développé, notamment les autoroutes G219 et G315, ainsi que le chemin de fer Golmut, Lhasa, Ringazé, Je construis pour la Chine.
La Chine peut mobiliser plus de 50 000 troupes en quelques jours. La Chine a étendu ses sites logistiques dans l'ensemble des régions stratégiques du Tibet et du Xinjiang voisin et maintient des avant-postes comme à Burang et Lunzé. Ces installations sont limitées par les conditions extrêmes de la région mais facilitent les opérations lancées depuis des bases plus importantes comme à Ringazé, Lhasa, Gongar ou encore Otan, où des avions de chasse, de transport et des bombardiers stratégiques H-6K sont régulièrement déployés et permettent d'étendre la portée des frappes malgré les contraintes d'altitude. La surveillance aérienne constante et un réseau de défense aérienne multicouche incluant missiles à longue et moyenne portée, plateformes mobiles à courte portée et radars intégrés renforcent la capacité de contrôle de Pékin sur l'espace aérien frontalier. De son côté, l'Inde maintient entre 90 000 et 120 000 soldats dans les 3 régions clés de la LAC, le Ladakh, Sikkim et l'Arunachal Pradesh. L'Inde ne possède pas les infrastructures chinoises en matière de logistique, mais bénéficie d'une meilleure préposition de troupes et d'une capacité d'aérotransport en haute altitude, avec des avions stratégiques opérant depuis les bases de Leh ou encore Nyoma. Mais depuis 2020, New Delhi rattrape son retard logistique et a accéléré le développement de son infrastructure frontalière en construisant plus de 60 ponts et 1400 km de routes, y compris des voies toute saison et des tunnels pour assurer des déploiements permanents. Contrairement à la Chine qui s'appuie sur des bases plus éloignées de 150 à 300 km de la LAC soutenues par une défense multicouche en profondeur, l'Inde maintient des forces et leurs moyens à moins de 50 km de la frontière pour permettre une réponse tactique rapide et une présence qui fait office de dissuasion. L'Inde est depuis 2022 la 5e économie mondiale et cherche à renforcer son rôle global. Elle collabore d'ailleurs étroitement avec les États-Unis dans les domaines de la défense, du renseignement, de la technologie et du commerce. Washington considérant New Delhi comme un allié stratégique clé pour contenir la montée en puissance de la Chine en Asie, plus encore sous le mandat de Donald Trump. Les États-Unis ont intégré l'Inde dans leur immense plan d'architecture de sécurité indo-pacifique, notamment via le Quad ou encore le commandement indo-pacifique. Ils souhaitent dans l'idéal aussi que l'Inde devienne une alternative manufacturière à la Chine. Mais la Chine n'est pas dupe et tente de briser cette stratégie d'endiguement et de trouver un accès à la mer à l'aide de vastes projets au Pakistan et au Myanmar, que j'expliquais dans une précédente vidéo. Le conflit avec le Pakistan tombe au pire moment pour la géopolitique américaine. La persistance des tensions indo-pakistanaises et la montée en puissance militaire chinoise compliquent toute cette stratégie. Pour les États-Unis, l'Inde détourne des ressources et son attention normalement dédiée à la Chine sur le Pakistan, particulièrement dans la compétition géopolitique contre la Chine en haute mer. Vous êtes au courant, Washington cherche à se désengager des conflits mondiaux et rationner ses moyens, mais doit désormais aussi se concentrer sur la stabilité du sous-continent indien où un conflit nucléaire entre Inde et Pakistan représenterait une menace majeure dans une région de plus en plus explosive. La nouvelle escalade entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire illustre la fragilité de l'équilibre régional en Asie du Sud. Si les 2 puissances nucléaires semblent privilégier pour l'instant une guerre limitée, la montée des nationalismes, la militarisation accrue et la question de l'eau font peser un risque réel de dérapage. Au-delà du face-à-face bilatéral, cette crise s'inscrit aussi dans un contexte international de plus en plus multipolaire. La Chine pourrait profiter de la distraction indienne pour renforcer sa présence à la frontière himalayenne, tandis que les États-Unis voient leur stratégie indo-pacifique fragilisée par l'instabilité du sous-continent indien. Plus que jamais, la situation au Cachemire rappelle que les conflits locaux peuvent rapidement devenir des enjeux globaux, à l'heure où chaque puissance cherche à défendre ses intérêts dans un monde en recomposition. L'évolution de cette crise sera un véritable test pour la capacité des acteurs régionaux et internationaux à gérer la compétition sans basculer dans une confrontation incontrôlée. Je rappelle les gestes simples qui font la différence: aimer, clocher pour ne rien louper de notre contenu et partager au plus grand nombre. Merci aux membres YouTube qui soutiennent directement et financièrement la chaîne. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Quentin pour Terra Bellum et à la prochaine.